Et pour commencer, nous sommes avec le sénateur socialiste. Bonjour Alexandre Bouizille. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va évidemment parler des consultations de Michel Barnier, mais aussi du premier texte au Parlement, ce sera le budget. Alors que Bruno Le Maire a jugé hier un retour sous les 3% en 2027 à notre portée. Y croyez-vous et sous quelles conditions? Comment s'y prendre pour y arriver? Vous nous direz ce que vous en pensez dans quelques instants. D'abord, on regarde ensemble les repères de l'actualité de ce mardi 10 septembre. À Grenoble, un homme suspecté d'avoir tué un employé municipal a été identifié. Il est activement recherché. Hier, un hommage a été rendu à la victime, Samia Dechier. Des larmes et des étreintes. Hier, les proches de Lilian Dejean se sont rassemblés à Grenoble, là où l'agent municipal a été tué la veille. D'abord, mon frère, il avait beaucoup d'amour, vous vous aimez tous, et vous lui donniez beaucoup d'amour aussi, que ce soit les collègues de boulot, la famille, les amis, vous êtes tous présents. Et voilà, je pense à mon frère et je l'aime. Lilian Dejean est mort dimanche matin sur ce boulevard grenoblois. Témoin d'un accident, l'agent de propreté, qui est alors en service, tente d'empêcher l'auteur de s'enfuir. Mais le conducteur sort une arme et lui tire 2 balles dans le thorax. Lilian Dejean décède peu après. Un homme de 49 ans, très apprécié de ses collègues. Hier matin, des dizaines d'agents municipaux ont exercé leur droit de retrait et se sont rassemblés à la mairie pour exprimer leur tristesse et leur colère. Je suis dégoûté, écœuré. On est tous touchés par ce qui est arrivé, tous les collègues, traumatisés. Sur le parvis de l'hôtel de ville, élus et employés de la ville ont observé une minute de silence. Éric Piolle, maire de Grenoble, a lui aussi exprimé sa colère. Depuis le début de l'année, sa ville a connu 17 épisodes de violence par arme à feu. Il y a un problème partout en France, oui, avec les armes à feu, et c'est insupportable, cette colère qui nous habite. Nous l'avons dit, redit, les maires de France. Autour du trafic de drogue, il y a une circulation d'armes à feu. L'homme qui a tué Lilian Dejean a été identifié. Il conduisait une voiture de location immatriculée en Pologne. Connu des services de police pour diverses infractions, il est toujours en fuite et activement recherché. Michel Barnier poursuit ses consultations et compose sa majorité. Il se rendra ce soir aux journées parlementaires du groupe Ensemble pour la République, le parti présidentiel. Objectif, s'assurer des appuis suffisants avant la bataille du budget. Hier, justement, Bruno Le Maire était auditionné sur ce sujet à l'Assemblée nationale. Adrien Pain. Après 7 ans à Bercy, dernière occasion de défendre son bilan face aux députés. Bruno Le Maire attribue la forte dégradation des finances publiques à des périodes de crise. Face à ces crises, nous avons fait un choix, la protection. Protection de nos entreprises, protection de nos compétences, protection de nos salariés. Le déficit public en 2024 pourrait s'élever à 5,6% d'après une note du Trésor, et ce alors même que la France est déjà visée par une procédure de la Commission européenne après un déficit de 5,5% en 2023. Une gestion du budget prise pour cible par les députés. Le déficit en France, qui s'accroît depuis des années, il est dû principalement non pas à la hausse des dépenses publiques, mais à la baisse des recettes. Le péril budgétaire est un des pires périls pour les générations futures, parce que ça signifie qu'on fait payer à nos enfants et petits-enfants notre apparence ou l'apparence de notre confort de vie. J'avoue avoir du mal à trouver mes mots, de rester calme face, une fois de plus, à une telle autosatisfaction. J'en peine à trouver effectivement mes mots face à un tel désastre budgétaire. Face aux critiques, le gouvernement démissionnaire pointe une responsabilité des collectivités locales. Ce concept-là du déficit public, il connaît une forte aggravation pour les collectivités territoriales. Et si on poursuit la dynamique des dépenses observées par les collectivités territoriales, pourrait atteindre un niveau historique de moins 20 milliards d'euros. Bruno Le Maire regrette aussi des recettes fiscales décevantes. Mais pas question d'augmenter les impôts pour autant, d'après le ministre démissionnaire. La tâche de relever les finances publiques reviendra toutefois au prochain gouvernement, qui n'a que jusqu'au 1er octobre pour préparer son budget pour 2025. Une semaine après la rentrée scolaire, 3 syndicats d'enseignants appellent à la grève. Aujourd'hui, ils dénoncent leurs conditions de travail, notamment les effectifs dans les classes. Ils protestent également contre la généralisation des évaluations au primaire.
Et puis, nouveau rituel dans cette émission, on a sélectionné 3 titres de presse régionale. On va les regarder ensemble. Alexandre Douisy, on regarde d'abord la une de l'Alsace, refus d'obtempérer, un fléau récurrent. À la une de Sud-Ouest, c'est l'abbé Pierre, la chute d'une icône. Et puis la une du Télégramme, c'est le débat entre Trump et Harris qui aura lieu cette nuit. Premier face-à-face pour cette présidentielle américaine. Laquelle choisissez-vous ? Alors les 3 sont sur des sujets importants, mais je vais choisir celle sur Trump-Harris, premier face-à-face, puisque c'est un sujet que nous avons devant nous, qu'en effet c'est l'actualité brûlante, que cette élection américaine est très disputée. Vous le savez, elle repose sur quelques États qui dit pivots, swinging states, qui permettent d'emporter ou non l'élection. Et je la choisis parce qu'elle est quand même très importante pour le futur de la France et le futur de l'Europe. Vous avez 2 candidats qui ont des visions des relations internationales très différentes, avec une candidature Trump qui est une forme de désengagement très fort des États-Unis dans le monde et finalement une fidélité assez faible à l'alliance qui peut exister entre les États européens et la démocratie américaine. Et de l'autre, vous avez Kamala Harris qui est sur un lien beaucoup plus fort avec l'Europe et donc avec notre pays. Et donc je crois que ce débat il est important pour l'avenir de notre continent et il va emporter beaucoup de choses, aussi d'un point de vue économique. D'un point de vue économique, on parle des questions budgétaires. La présidence Biden et Harris, c'est le choix des classes moyennes avec des politiques d'investissement massives dans les infrastructures, dans la transition environnementale. Donc quelque part, un petit peu de notre avenir collectif se joue aussi dans cette élection américaine. Et ce débat, évidemment, ce sera cette nuit. On en parlera demain dans cette émission. On revient à la politique française. Michel Barnier qui poursuit donc ses consultations. Objectif, s'assurer une majorité. Il a reçu plusieurs leaders, plusieurs ténors de partis. Est-ce que vous souhaitez que les socialistes soient reçus ? Alors, je pense que les socialistes, ils peuvent avoir des discussions avec Michel Barnier. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est de quoi procède Michel Barnier. Michel Barnier, il procède d'une alliance tacite, et en fait à peine tacite, explicite et explicitée, que la presse a très bien documenté ce week-end, de non-censure entre le président de la République et le Rassemblement national. Et donc nous voyons bien que les premiers clins d'œil, les premières œillades de Michel Barnier, eh bien c'est de dire ou de faire savoir via France Info et vos collègues de France Info qu'il se pose la question d'un ministère de l'immigration. C'est aussi vis-à-vis des macronistes leur dire que la réforme des retraites ne sera pas touchée mais seulement améliorée. Et donc vous voyez bien qu'il est dans une logique qui est en fait celle dont il procède, c'est-à-dire cet arc finalement de non-censure qui va du RN jusqu'aux macronistes. Et donc finalement nous, la gauche, on peut être reçu, mais on sent bien que c'est pas avec nous, et d'ailleurs on voit bien les choix du président, que les choses se feront. Voilà, de manière très claire. Il tend la main également à la gauche, Michel Barnier. Est-ce que pour vous, il doit y avoir des socialistes au gouvernement ? Pour moi, il ne peut pas y avoir de socialistes au gouvernement. Pour la raison que je viens de vous indiquer, qui est qu'en fait, ce gouvernement ne tiendra qu'après une non-censure du RN, mais aussi parce que, regardez ce qui s'est passé. Nous avons proposé une solution politique qui amenait la gauche au gouvernement. Nous avons dit que Lucie Castet était notre candidate et nous avons dit qu'elle était ouverte sur une assemblée de Front républicain avec laquelle elle négocierait. Cette solution qui était la logique même de l'élection, c'est-à-dire le Front républicain qui donc continue à vivre au Parlement avec ce qui est arrivé en tête au gouvernement. Cette logique même, elle a été balayée par Emmanuel Macron. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on se rende dans une autre logique dans laquelle un compromis a été fait avec le RN. Écoutez, il fallait le vérifier. Il fallait le vérifier. Et s'ils préfèrent la non-censure et que les macronistes préfèrent la non-censure du RN plutôt qu'une solution avec la gauche qui était la logique de l'élection, et s'ils préfèrent un Premier ministre qui est issu d'un parti qui a fait 5% aux élections législatives, qui a été dans le nini entre le Rassemblement national et la gauche, quand même, il faut le dire, le nini. Donc on est dans quelque chose qui n'a rien à voir avec l'élection et le résultat que les Français ont voulu. C'est le choix du président, mais il est dangereux, je crois. Est-ce qu'il y aura de la part des socialistes une censure, quel que soit le discours de politique générale, où il y a des choses que peut dire Michel Barnier qui vous feront dire finalement on va attendre un peu avant de le censurer? Il y aura une censure des socialistes, elle a été annoncée, elle est très claire, parce que c'est la logique de l'élection et la logique démocratique dont je viens de vous parler que nous comptons sanctionner. Et puis après, si vous me dites qu'il a vu la Vierge et que tout d'un coup les lignes dures que nous avons prises, il les reprend, alors évidemment nous nous réinterrogerons. Mais la vérité, et vous le savez très bien, on peut jouer à ça, mais la vérité, vous le savez très bien, c'est que l'orientation prise n'est absolument pas celle-là. Absolument pas celle-là. Je le vois aller à l'hôpital et dire « je ne ferai pas de miracle ».
si vous voulez, déjà sur les services publics essentiels, s'il n'y a pas un volontarisme politique, parce qu'en effet, à l'hôpital, à l'école, on n'attend pas des miracles, mais on attend quand même un engagement très fort. Arriver pour dire je ne ferai pas de miracle, c'est quand même très inquiétant pour les socialistes. De vérité. Éviter de faire de fausses promesses. Mais en tout cas, c'est clairement dire n'attendez pas trop de choses de moi. En fait, quand vous êtes devant des soignants et des personnels qui sont au travail quand même à H24 dans ces hôpitaux et que vous leur dites ça, quelque part, le message que vous leur envoyez, c'est plutôt un message de désengagement qu'un message de vérité. Voilà. Gérard Larcher, ce matin dans le Figaro, il dit les Français jugeront très sévèrement les oppositions systématiques. Est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce que vous n'êtes pas dans cette situation? Nous, on n'est pas... Attendez, dire qu'on censure un gouvernement parce qu'il ne procède pas de la logique démocratique de l'élection ne veut pas dire que sur tous les textes suivants, nous allons travailler et regarder pied à pied si un texte est bon, et nous le faisons. D'ailleurs, ici même au Sénat et à l'Assemblée nationale, quand un texte est bon, il est voté. Quand nous sommes mi-figue, mi-raisin, il nous arrive de nous abstenir. Quand nous sommes franchement contre, nous votons contre. Donc ça ne veut absolument pas dire l'opposition systématique. Ça veut dire après le travail parlementaire qui se noue, et il y a le budget qui arrive et nous en parlerons avec des enjeux qui sont colossaux. Donc le sujet, ça va être de regarder évidemment ce que fait ce gouvernement. Voilà, mais c'est absolument pas de l'opposition systématique. Il faut juste assumer le fait que le président a choisi un président de droite pour mener la politique de la nation. Logiquement, la gauche, c'est pas au gouvernement, quoi. C'est un peu. Alors, est-ce que le Parti socialiste a une responsabilité dans le fait qu'Emmanuel Macron ait choisi un Premier ministre de droite et non de gauche? On va écouter ce qu'en dit François Hollande. Il était hier l'invité de France Inter. Il était évident qu'il ne pouvait pas être censuré par le groupe socialiste. Et je l'ai dit à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne voulait pas, en tout cas c'était pour lui la dernière des hypothèses, nommer Bernard Cazeneuve, mais que la direction, je dis bien la direction du Parti socialiste, lui a donné le prétexte pour justement ne pas le nommer. Est-ce qu'il y a une responsabilité de la direction du Parti socialiste d'Olivier Faure dans la non-nomination de Bernard Cazeneuve? Mais je trouve que ces propos sont hallucinants, pardon. Je me permets de le dire avec le respect à l'ancien président de la République. C'est hallucinant de dire des choses comme ça, de dire que Olivier Faure serait responsable de cette situation. Et je veux dire que quand même, il faut une certaine dose de haine de soi du côté des socialistes pour dire que nous serions responsables de la nomination d'un Premier ministre de droite par un président de droite. Et je veux dire aussi que maintenant les choses sont claires dans la presse. La solution Bernard Cazeneuve a été écartée dès lors que Bernard Cazeneuve a commencé les discussions avec le président et qu'il est apparu au président que, grande surprise, il voulait faire une politique de gauche. Par ailleurs, je suis quand même surpris des propos de François Hollande, parce que François Hollande justement nous disait que la question n'était pas celle du qui, mais celle du quoi. Et la proposition qui a été débattue et votée au Bureau national des socialistes, pour vous dire tous nos secrets, et aussi le fait des discussions qu'il y a eu dans les groupes parlementaires et donc les lignes rouges que les groupes parlementaires ont dégagées de manière unanime. Donc vous voyez, on est quand même dans une situation absolument absurde, et moi je crois que des gens sont en train de confondre les séquences. Il y a des gens qui sont en train de jouer des choses internes au Parti socialiste dans ce qu'on est en train d'entendre. Et je veux dire que c'est quand même assez grave, parce que on blanchit les mauvaises manières démocratiques du président sur le dos du premier secrétaire. Franchement, c'est pas à la hauteur du moment qu'on est en train de traverser. Est-ce que pour clarifier ça, puisqu'effectivement il y a deux lignes au Parti socialiste, est-ce que pour clarifier ça, il faut un congrès dans les prochaines... De toute manière, je crois que tout le monde l'a dit. Le premier secrétaire a dit qu'en 2025, il y aurait un congrès. Pas avant. Les oppositions. Faut pas qu'il y ait lieu avant. De toute manière, vous savez, on a des règles statutaires. On est dans un parti où les choses prennent du temps, donc ça ne pourrait pas être avant, en fait. Je veux dire, même optiquement, ça pourrait pas être avant. Et puis il y a quand même des petits sujets dans le pays à traiter. Avant, il y a un budget à voter. Enfin, je veux dire, on a quand même une urgence à traiter un certain nombre de sujets. Je pense que les gens ne comprendraient pas qu'on chuterait. Olivier Faure aujourd'hui. Mais vous savez, on est au Parti socialiste, donc personne n'est incontesté. Il y a des débats tout le temps. Parfois, les gens s'amusent à les mettre sur la place publique, ce que personnellement je regrette. Mais vous voyez, c'est le Parti socialiste. Donc non, tout le monde est tout le temps contesté tout le temps. En revanche, il y a une majorité aujourd'hui autour d'Olivier Faure. D'ailleurs, on l'a vu en Bureau national. Il y a un texte qui a été voté de manière claire et de manière limpide. Donc, si vous voulez, oui, les gens sont contestés. Serrée, c'était 38 voix contre 33. Mais il y a des débats. C'est clair qu'il y a des débats entre nous. Mais la question, c'est d'éviter les faux débats. Et se faire dire que la responsabilité de la non-nomination de Bernard Cazeneuve repose sur les épaules du premier secrétaire du Parti socialiste, il faut quand même avoir une construction mentale assez franche pour arriver jusque-là, quoi. Est-ce qu'il faut aussi clarifier les rapports entre le PS et la France insoumise? Moi, j'ai l'impression qu'on est très clair. On est très clair. On est dans une coalition, dans laquelle nous avons quand même rééquilibré les choses. Moi, j'ai participé aux travaux sur le programme. On a gagné un nombre d'arbitrages incalculable sur les termes, sur les mots, sur la manière de faire. Moi, j'ai participé aussi au chiffrage sur l'enveloppe qu'on voulait faire sur ce programme. On est dans une relation avec la France insoumise qui est claire. On est dans une coalition, mais aussi de compétition, parce que nous pensons, et je ne fais mystère à personne de dire ça, que Jean-Luc Mélenchon en 2027, c'est pas la solution
pour gagner face à Marine Le Pen. Et donc nous essayons de construire avec les autres quelque chose d'autre. Mais nous le faisons en transparence, dans une coalition. Voilà. Et je pense que ça, au Parti Socialiste, aujourd'hui, tout le monde a voté le nouveau Front Populaire. Aujourd'hui, c'est pas la voix la plus audible à gauche, celle de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est pas le candidat à la présidentielle à l'heure actuelle le plus crédible ? Mais crédible pourquoi ? En fait, le candidat crédible à la présidentielle et le plus solide, c'est celui qui battra Marine Le Pen. Je ne sais pas quel est son portrait robot aujourd'hui. Et lui ne peut pas battre Marine Le Pen pour vous, écoutez, pour l'instant, les choses sont quand même très difficiles de ce qu'on voit, si on est objectif sur la situation. On va parler du budget. Dans quelques jours, le Parlement reprend ses travaux. Et au menu, ce sera le budget, un texte hautement politique qui sera débattu dans un contexte budgétaire compliqué. On voit ça avec Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour Monsieur le Sénateur. Bonjour. Steve, le budget, c'est l'épreuve du feu pour Michel Barnier. Oui, première montagne à franchir pour le nouveau Premier ministre. Les finances publiques, l'heure n'est pas du tout à la blague. Oriane, le déficit public continue de plonger. C'est même pire que ce qui avait été anticipé par le précédent gouvernement en 2024. Selon les dernières estimations, le déficit pourrait atteindre les 5,6% du PIB, alors que l'exécutif s'était engagé à le ramener à 5,1%. L'année prochaine, 2025, il pourrait même dépasser les 6% pour atteindre les 6,2% du PIB. Or, le gouvernement promettait de le diminuer à 4,1%. Raison de cet échec, eh bien, des recettes fiscales moins importantes que prévues. C'est en tout cas ce que nous dit Bruno Le Maire hier à l'Assemblée nationale pour sa toute dernière audition en tant que ministre des Finances. Écoutez-le. Je reconnais bien volontiers que nous avons échoué en 2023 à récupérer ce que nous aurions dû récupérer sur les énergéticiens. En résumé, le déficit plonge dangereusement et Michel Barnier est attendu au tournant. Alors justement, quelles sont les prochaines échéances ? Le projet de loi de finances doit être déposé à l'Assemblée nationale avant le 1er octobre, date de l'ouverture de la session parlementaire ordinaire. Certains, et notamment le Rassemblement national, demandent l'ouverture d'une session extraordinaire pour précisément faire le point sur la situation des comptes publics. Écoutez Sébastien Chenu, il était l'invité de la matinale hier. Le gouvernement rend compte devant le Parlement. Donc il faut un débat sur les finances publiques devant le Parlement, à avant la présentation du budget. Et au Sénat, bien entendu. D'ailleurs, pour nous dire... Donc, avant le 1er octobre pour vous. Avant le plus tôt possible. Et on ne prend pas visiblement la direction d'une session extraordinaire, mais alors dans le projet de loi de finances présenté le 1er octobre, qu'est-ce qu'il y aura ? Ce qui est sûr, c'est que ça permettra d'en savoir plus sur le cap politique que souhaite donner Michel Barnier. Il va être contraint de prévoir des dizaines de milliards d'euros d'économies dans le budget de l'année prochaine. Un seul exemple, Bruno Le Maire a promis qu'en 2027, le déficit de la France ne dépasserait pas les 3%. Et bien pour respecter cet objectif, il faudrait réaliser, selon Bercy, 110 milliards d'euros d'économies en seulement 3 ans. Ce week-end, dans les pages du Parisien, le président de la Cour des comptes a jugé qu'une telle mesure serait, je cite, brutale, difficilement faisable politiquement, peu acceptable socialement, économiquement, guère cohérent. On peut dire qu'il n'est pas franchement convaincu, Pierre Moscovici. C'est une question en tout cas très politique. Augmentation des impôts ou pas, coupe dans certaines dépenses sociales. Michel Barnier va devoir trancher et vite. Et il demande déjà du temps. Oui, depuis juillet, la France est sous le coup d'une procédure pour déficit excessif. Le gouvernement devait, en théorie, envoyer à Bruxelles un plan de bataille pour redresser les comptes. Le document devait être transmis avant le 20 septembre, mais c'est officiel. La France a demandé un délai supplémentaire à Bruxelles pour présenter sa feuille de route. Et Michel Barnier a aujourd'hui pour mission de convaincre ses homologues européens que le pays est sur la bonne voie en matière budgétaire. Monsieur le sénateur, on a vu tous ces chiffres du budget. Vous êtes inquiet ? Oui, je suis inquiet parce que, en effet, on a un problème au niveau de la manière dont l'État présente le budget, le ministère de l'économie depuis de nombreuses années, puisqu'en fait, c'est la deuxième année consécutive qu'ils ont des difficultés de prospective assez importantes sur les recettes. Et en effet, lorsqu'on regarde ce que vous avez cité, en fait, sans les citer, mais les chiffres de la Direction générale du Trésor, c'est-à-dire le bras armé économique de l'État, qui analyse la situation budgétaire notamment, on voit en effet qu'à politique constante, nous allons vers un déficit public en 2027, là où nous aurions dû retourner sous les 3% dans notre programme de stabilité, à un niveau qui est de l'ordre de 6,5%. Donc il y a un sentiment d'immaîtrise de la situation par le ministère de l'économie. Avec une responsabilité du précédent gouvernement, selon vous. Avec une responsabilité du précédent gouvernement qui est en fait assez manifeste. C'est-à-dire que j'entendais Bruno Le Maire tout à l'heure qui disait il y a eu des crises. C'est vrai, il y a eu des crises et les dépenses publiques de crise, moi je les salue. Mais en revanche, il y a eu tout un volet désarmement fiscal. Et en fait, si vous faites les comptes annuellement,
il manque 60 milliards d'euros, c'est-à-dire 3 points de PIB quasiment, 3 points de PIB, de recettes fiscales du fait du désarmement fiscal qui a été engagé par le gouvernement. Et dans leur logique de ruissellement, ce désarmement fiscal, il aurait dû amener de la croissance forte et supplémentaire pour la France. Or, c'est pas le cas. Donc leur stratégie économique a été mise en échec. Et donc maintenant la question, en effet, et vous avez raison, la question qui est devant nous, la question budgétaire qui est devant nous, c'est exactement. 110 milliards sur 3 ans, c'est 30 milliards pour l'année prochaine, on les trouve où? Non mais, et d'ailleurs 110 milliards d'économies, ça c'est le prisme de Bercy du côté des économies. Mais donc la question c'est premièrement, le président de la Cour des comptes a raison, c'est-à-dire qu'en fait, un programme de stabilité qui aurait cette pente-là de retour à l'équilibre est dangereux pour notre économie, parce que lorsque vous contractez très violemment la dépense publique, vous contractez du même tonneau la croissance, donc évidemment qu'il faut étaler, et Bruno Le Maire peut dire, alors qu'il lui-même fait déraper la pente, qu'il faut absolument revenir à l'équilibre des moins 2,9%, pas l'équilibre, mais au moins 2,9% en 2027. Sous la barre de 3%. Ça vous paraît réaliste ? En 2027, c'est pas. En fait, on peut toujours mettre un État sous tension maximale et dans la violence. Mais en fait, c'est pas réaliste économiquement. Ça coûterait tellement cher en termes de croissance que c'est évidemment pas souhaitable. Il faut repenser une pente du point de vue de la dépense publique, et surtout, il faut aller maintenant. C'est ce que nous proposons dans le budget. Vous demandiez comment être constructif. Nous irons avec des solutions. On a bien compris. Alors lesquelles ? Alors je vais vous le dire. On a bien compris que le programme du nouveau Front populaire, c'était pas ce qu'il souhaitait, c'était pas ce qu'il voulait. Donc on va essayer d'avancer des choses. Je donne des petits exemples pour que ce soit assez simple. Nous voulions 14 tranches d'impôt, vous savez, sur l'impôt sur le revenu, avec une augmentation pour les 8%. On peut même en proposer qu'une seule, à 50%, une tranche marginale qui permettrait de rapporter 5 milliards d'euros. On pourrait augmente les impôts la question pour trouver ces économies supplémentaires dont on parle. Oui, mais attention, on n'augmente pas tous les impôts. Moi, mes lignes rouges, elles sont très claires pour le budget. On ne touche pas aux services publics essentiels. Police, justice, école, transition écologique, hôpital. On ne touche pas aux services publics essentiels et on fait un effort important en recettes, mais sur ceux qui ont les moyens de payer. Donc vous avez la possibilité d'une imposition sur les dividendes qui peut immédiatement rapporter plusieurs milliards d'euros. Vous avez la même chose sur les énergéticiens. Vous pouvez faire les choses sur les pétroliers. Vous pouvez faire cette tranche supplémentaire dont je vous parlais un instant. 14 tranches, ça ne va pas concerner que les très riches, ça va aussi concerner les classes moyennes. Les 14 tranches, ça ne concernait que les 8%. Mais là, justement, regardez, j'ai fait un effort. J'ai dit, je ne propose qu'une seule tranche supplémentaire, et donc on montre des possibilités de solutions. Nous voulions un super ISF climatique. Revenons à un ISF même formule ancienne. Pourquoi pas qui dégagerait tout de suite entre 5 et 8 milliards d'euros. Vous voyez, on peut, et ils peuvent trouver des solutions. La question, en effet, c'est qui va payer la note. Moi, je me refuse à ce que les classes moyennes et populaires soient mises à contribution, soit via les services publics qu'ils consomment, soit via l'impôt. Et les économies, vous les faites où ? Parce que vous parlez des impôts, des économies. Et je me permets juste un dernier point dans le raisonnement. En fait, ce qui s'est passé depuis dans le premier quinquennat Macron et ces 2 premières années, c'est qu'il y a eu une reconcentration de la richesse vers ceux qui, de toute éternité, avaient tout. Et cette reconcentration, elle s'est faite non pas au détriment des classes populaires, mais des classes moyennes, qui ont perdu en part de patrimoine dans le patrimoine global des Français. Donc c'est contre elles que la politique économique a été conduite. Et donc c'est elles qu'il faut protéger aujourd'hui d'un nouveau coup de rabot qui les toucherait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel. Les économies, très rapidement, vous les faites où ? Mais les économies, moi, là, pour le coup, il faut avoir le nez dans le budget. Moi, je vous ai dit que c'était vous avez le nez dans le budget. Pour l'instant, hélas, non. Enfin, moi, j'aimerais avoir beaucoup plus de documents que des brèves notes du Trésor qu'on m'envoie pour travailler. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous ai dit, pour moi, là où il ne fallait pas toucher, que de ci et de là, on puisse trouver des solutions pour améliorer l'efficacité de la dépense publique. Personne ne le conteste sérieusement. Mais je vous ai dit les lignes qui, pour nous, étaient infranchissables. Et en effet, l'effort est à faire aujourd'hui, après 60 milliards d'euros de désarmement fiscal. L'effort est à faire du côté de ceux qui peuvent. Vous l'avez entendu hier sur notre antenne, Sébastien Chenu, le vice-président du RN, a demandé un débat sur les finances publiques en session extraordinaire avant le 1er octobre. Est-ce que vous suivez cette demande ? Vous y êtes favorable ? En tout cas, nous sommes favorables également à une session extraordinaire et nous considérons qu'il est grand temps que le Parlement puisse discuter en effet des questions budgétaires. Donc avant le 1er octobre ? Avant le 1er octobre. Et un débat sur les finances publiques ? Le débat sur les finances publiques, ça nous va très bien, oui. Outre le budget, quelle doit être la priorité pour vous de Michel Barnier ? Quel texte il doit déposer dans les premières semaines ? Je pense qu'il va avoir assez fort à faire avec le budget. En réalité, l'urgence, c'est quand même la question budgétaire. Nous avions des urgences dans notre projet que peut-être vous connaissez. Nous avions l'urgence de la question du pouvoir d'achat avec l'augmentation du SMIC. Il est face à une question. Parce qu'il a dit quand même dans les différentes interviews qui étaient les siennes pour l'instant que la question du fait que le travail paye lui tenait à cœur. Qu'est-ce qu'il va en faire, en fait ? Qu'est-ce que ça va donner, en fait, sur le fond des choses ? Qu'est-ce qu'il doit en faire ?
Pour moi, il doit en effet proposer une augmentation du SMIC. Peut-être qu'il forcément à 1 600 euros. Pas forcément à 1 600 euros, parce qu'on a bien compris que c'était pas l'orientation qui était la sienne. Mais déjà, si lui-même reconnaît qu'il y a un problème de salaire dans notre pays, eh bien qu'il fasse quelque chose pour le SMIC. Pourquoi ? Parce que comme l'inflation a ralenti, rien ne sera fait pour le SMIC, disons, de manière automatique. Vous savez, il y a des mécanismes de réajustement automatique. Rien d'automatique ne se passera avant décembre. Donc, il appartient au gouvernement de faire quelque chose pour que les salaires puissent suivre. Donc, on a ce sujet-là qui, à mon avis, est important. Et puis, nous avions la question de la réforme des retraites, qui, pour nous, est la question démocratique du dernier moment Macron, puisque, en fait, vous avez 8 actifs sur 10 qui sont contre cette réforme et qui demandent à ce qu'elle en soit changée. Mais là, on entend des modifications, des amendements, mais rien de très sérieux. Pour vous, c'est pas suffisant ? C'est abrogation ou rien ? En tout cas, il faut, si vous voulez, nous, ce qu'on dit, c'est choses sont simples. On dit, on retravaille avec les partenaires sociaux, on trouve une solution. Et oui, abrogation, gel, appelez ça comme vous voulez, mais en fait, la réforme suspendue, en fait, le temps qu'on trouve une solution. Il y aura une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites dans la niche parlementaire du RN. Est-ce que les socialistes la voteront ? Je pense que nous avons une politique pour le tout qui est assez constante, c'est que nous ne votons pas les textes du Rassemblement national. Même quand je vais dire les choses simplement. Je trouve que le Rassemblement national a été tellement absent des mobilisations pour les retraites, tellement absent de tout ce débat, etc., que je trouve ça assez scandaleux, en fait, qu'ils utilisent leur niche pour faire un coup politique, alors même que c'est la gauche qui a porté ce combat de manière claire et nette pendant des mois et des mois. Est-ce que ça veut dire que dans votre niche, il y aura ce texte ? Je suis convaincu qu'en effet, dans la niche d'un des partis de gauche, je ne peux pas vous dire encore qui arrivera en premier, je suis convaincu qu'en effet, il y aura le dépôt de ce texte. Merci Steve, à tout à l'heure. On parlera de la désunion de la gauche, vous allez voir. Ce sera Steve dans le club. On termine par l'actualité dans votre département. On va retrouver Jean-Marc Chevauché, le rédacteur en chef adjoint du Courrier Picard. Bonjour Jean-Marc, merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler de l'actualité de l'Oise. Et plus précisément, Jean-Marc, on va parler de l'aéroport de Beauvais. Oui, Oriane, vous savez qu'il y a 3 aéroports à Paris. En réalité, le 3e est à Beauvais. Et le délégataire a changé puisque c'est désormais Bouygues qui a les manettes. Alors, je voudrais demander à Monsieur Wizy, après vous avoir salué, ce qu'on peut attendre d'ici le 30 septembre, le 30 septembre, puisque normalement le 30 septembre, on doit y voir un petit peu plus clair sur le nombre de vols. Vous connaissez très bien ce dossier, vous êtes intervenu auprès des riverains, auprès de la population sur ce dossier. Vous savez que on a parlé de jusqu'à 50 000, peut-être, voire même un peu plus de trafic par an. Le délégataire nous dit qu'il va s'en tenir à 40 000. Comment obtenir le plus de garanties possible pour que l'aéroport de Beauvais ne devienne pas... ne soit pas vécu comme un traumatisme pour tous les riverains qui sont autour. Je vous salue également et merci de m'interroger sur ce sujet qui est en effet essentiel pour l'avenir de l'Oise. En effet, comme vous l'avez dit avec malice, les habitants de l'Oise appellent l'aéroport de Beauvais Roissy Terminal 4 pour ceux qui vivent juste à côté. Et donc en fait, on a un gros sujet sur l'aéroport de Beauvais, c'est en effet qu'il y a une augmentation qui est prévue du trafic qui a été souhaitée par notamment la présidente du Beauvaisis, Madame Caroline Cailleux, une augmentation du trafic qui pose de très grandes difficultés. Elle pose de très grandes difficultés. Pourquoi ? Parce que d'abord, il n'y a pas vraiment eu d'étude d'impact sur les effets sanitaires de cette décision, notamment du point de vue des particules fines. Notamment, vous savez que le bruit a des effets sur la santé qui sont délicats, douloureux. Et de la même manière, il n'y a pas eu vraiment de travail. Vous avez des élus locaux dans de nombreux conseils municipaux qui sont très inquiets parce que déjà les trajectoires dans le ciel beauvaisien, puisque le trafic s'est déjà densifié, ne sont plus respectées. Vous avez évidemment la question écologique qui est une question majeure et majuscule, qui est de dire est-ce que de doubler le trafic ou en tout cas de l'augmenter très fortement tel que c'est prévu aujourd'hui, ça pose pas des questions graves et sérieuses. Et vous avez une mobilisation citoyenne très importante. Donc moi j'espère que nous allons aller vers une modération du trafic. La CNUSA, qui est l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, appelait à une modération du trafic. La ministre Faure, démissionnaire aujourd'hui, disait que ce qui se passe à Beauvais, du point de vue de l'augmentation du trafic, est sans précédent. Donc on a besoin en effet qu'il y ait une modération du trafic très forte. Je suis un petit peu inquiet parce que je ne comprends pas, parce que l'appel d'offres, la délégation a été au bout, et finalement on est au moment de la mise au point, mais la mise au point pourrait comporter en fait des modifications assez drastiques du contrat. Nous ne savons pas vraiment où nous allons, si je vous dis des choses avec beaucoup d'honnêteté, et je crois que le contrat sera assez fragile, et le risque
ou peut-être la chance, parce que franchement, les choses ont été mal montées de ce point de vue, qu'il soit contesté devant un tribunal administratif me semble assez élevé et peut-être au bénéfice des habitants du Beauvaisis pour le coup. Merci beaucoup Jean-Marc. On se retrouve demain. Jean-Marc, on regarde la une du Courrier Picard dans son édition de l'Oise. Beauvais, le maire prend un virage sécuritaire. Merci beaucoup Jean-Marc Chevauché d'avoir été avec nous et merci Alexandre Ouizy. Merci à vous de votre invitation. Merci d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure.